Le ciel d'azur cède sa place à la nuit. Le froid emplit l'espace et tout autour de toi est un pays de glace. Les animaux se sont tus, la campagne est sans bruit. On frappe à ta porte. Ouvre donc au compteur, c'est lui qui vient. Contre un bol de soupe et un peu de pain, assis au coin du feu, quand le hibou ulule, il te dira les récits du crépuscule. Les buveurs. L'industriel Froloff, bel homme brun, à barbe ronde, au regard doux et velouté, et son avoué Almer, homme âgé, à grosse tête rude, festoyaient dans une des grandes salles d'un restaurant de banlieue. Ils sortaient tous les deux d'un bal et étaient en habits et cravate blanche. Eux exceptés, et les garçons aux portes, il n'y avait pas âme qui vive dans la salle. Sur l'ordre de Froloff, on ne laissait entrer personne. Ils commencèrent par engloutir un grand verre de vodka et à manger des huîtres. « C'est bon, » dit Almer. « C'est moi, mon cher, qui ai lancé la mode des huîtres comme hors-d'œuvre. La vodka te brûle, t'emporte le gosier, et en avalant une huître, tu sens un délice. Est-ce vrai ?» Un garçon imposant, les moustaches rasées et les favoris gris, plaça sur la table une saucière. « Qu'est-ce que tu me sers là ?» demanda Froloff. « La mayonnaise à l'huile de Provence pour le hareng, monsieur. »« Quoi ?» s'écria l'industriel sans regarder. « Est-ce qu'on sert ainsi ? Est-ce là une sauce ? Tu ne sais pas servir, tête de bois !» Les yeux veloutés de Froloff étincelèrent. Il enroula un coin de la nappe autour de son doigt, fit un léger mouvement, et les hors-d'œuvre, les candélabres, les bouteilles, tout tomba avec un bruit strident sur le parquet. Les garçons, depuis longtemps habitués aux catastrophes de cabaret, accoururent, et sérieusement, froidement, comme des chirurgiens durant une opération, se mirent à ramasser les débris. « Comme tu as su adroitement faire ça !» dit Almer en riant. « Mais écarte-toi un peu de la table, sans quoi tu vas marcher dans le caviar. »« Qu'on fasse à l'instant venir ici l'ingénieur !» cria Froloff. On appelait l'ingénieur un vieillard décrépit, maussade, qui, dans le temps, avait été en effet ingénieur et riche. Il avait dilapidé toute sa fortune et, à la fin de sa vie, avait échoué dans un restaurant où il dirigeait les garçons et les chanteurs et faisait différentes commissions d'ordre féminin. Arrivant à l'appel, l'ingénieur inclina respectueusement la tête de côté. « Écoute, mon bon, » lui dit Froloff, « qu'est-ce que ces négligences-là ? Comment servent tes garçons ? Tu sais bien que je n'aime pas ça. Que le diable vous emporte, je cesserai de venir ici. »« Alexei Semyonitch, » dit l'ingénieur mettant la main sur son cœur, « je vous prie infiniment de m'excuser. Je vais prendre immédiatement des mesures et vos moindres désirs seront remplis de la manière la plus prompte et la plus irréprochable. »« Bon, parfait. Disparais. » L'ingénieur salua, recula toujours courbé et s'éclipsa derrière la porte, les faux diamants de sa chemise et de ses doigts scintillant une dernière fois.
on resservit la table de hors-d'œuvre. Almer but du vin rouge, dépiota avec appétit on ne sait quelle volaille aux truffes, et se commanda encore une matelote de lotte et un petit sterlet en couronne. Froloff ne buvait que de la vodka et ensuite grignotait du pain. Il se malaxait la figure de ses paumes, fronçait les sourcils, soufflait et était visiblement de mauvaise humeur. Les deux hommes se taisaient. Silence complet. Deux globes électriques, en verre mat, vacillaient et chuchotaient comme s'ils se fâchaient. Derrière la porte, des tziganes passaient en fredonnant. « Je bois et n'arrive pas à la moindre gaieté, » dit Froloff. « Plus j'en absorbe, plus je deviens lucide. Les autres, la vodka les égaie. Moi, c'est de l'irritation que ça me donne. Des idées désagréables et de l'insomnie. Pourquoi, mon cher, les hommes, en dehors de l'ivresse et de la débauche, ne découvrent-ils aucune autre satisfaction? Ah, que c'est dégoûtant. Fais venir les tziganes. Ah, barbe. La tête d'une vieille tzigane apparut à la porte du corridor. « Alexei Semyonitch, dit la vieille, les tziganes demandent du thé et du cognac. On peut en commander ?»« Commande, » répondit Froloff. « Tu sais qu'ils se font remettre un tant pour cent sur ce que les clients leur offrent ? Aujourd'hui, on ne peut même pas avoir confiance à celui qui vous demande un verre de vodka. Les gens sont tous bas, vils, gâtés. Tiens, ces garçons par exemple. Ils vous ont des figures de professeurs, ils grisonnent, ils gagnent 200 roubles par mois, ils ont leur intérieur, font élever leurs filles au lycée, mais tu peux les injurier et crier contre eux tant que tu voudras. L'ingénieur, pour 1 rouble, va t'avaler un pot de moutarde et imiter le cri du coq. Ma parole d'honneur, si l'un d'eux seulement se rebiffait, je lui donnerais 1000 roubles. « Qu'as-tu donc » lui demanda Almer. « D'où te vient cette mélancolie? Tu es rouge, tu as l'air d'un fauve. Qu'as-tu » ? Ça ne va pas. J'ai une chose ancrée dans la cervelle. Elle y est fichée comme un clou, et pas moyen de l'arracher. Dans la salle entra un petit vieux, rondelet, bouffi, entièrement chauve, râpé, avec un veston écourté, un gilet mauve, tenant une guitare. Il prit une mine idiote et, joignant les talons, salua militairement. « Ah » dit Froloff, « le parasite. Je te présente un bonhomme qui gagne une fortune en imitant le grognement du porc. Approche. » L'industriel mélangea dans un verre de la vodka, du vin, du cognac, y ajouta du poivre et du sel, démêla le tout, et présenta le breuvage au parasite. Celui-ci l'avala et se racla le gosier d'un air crâne. « Il est habitué à boire de la mixture, » dit Froloff. « Le vin clair lui brouille l'estomac. Vas-y, parasite, assieds-toi et chante. » Le parasite s'assit, pinça les cordes de ses doigts gras et se mit à chanter. Nitka, nitka, margaritka. Après le champagne, Froloff commença à être gris. Il frappa du poing sur la table et dit « Oui, j'ai une chose ancrée dans la tête. Elle ne me laisse pas une minute de répit. » « De quoi s'agit-il ? » « Je ne puis le dire. C'est un secret. Un si grand secret que je ne peux le dire que dans mes prières. D'ailleurs, si tu veux, en ami, entre nous, seulement, tu sais, à personne, pas un mot. Je vais te le confier, ça me soulagera. Mais, au nom du ciel, écoute et oublie. Froloff se pencha vers Almer et lui souffla une demi-minute quelque chose à l'oreille. Je
est ma femme, conclut-il. L'avoué le regarda avec surprise. Oui, oui, ma femme, Maria Mikhailovna, marmotta Frolov en rougissant. Je la hais, voilà tout. Pourquoi donc? Je ne le comprends pas moi-même. Je ne suis marié que depuis 2 ans. Je me suis marié, tu le sais, par amour. Et maintenant je l'exècre comme un ennemi atroce. Comme ce vieux parasite, pardon de le dire. Et il n'y a pas de raison à cela. Pas le moindre. Lorsqu'elle est assise près de moi, qu'elle mange, qu'elle parle, toute mon âme bout. Je peux à peine me tenir de n'être pas grossier. Je ne peux même pas expliquer ce qui se passe en moi. La quitter ou lui dire la vérité est impossible, ce serait un scandale. Et vivre avec elle est pour moi pire que l'enfer. Je ne peux pas rester à la maison. Le jour, il y a les affaires, les restaurants. La nuit, je cours les mauvais lieux. Comment expliquer cette haine? Ma femme n'est pas n'importe qui. Elle est belle, instruite, douce. Le parasite battit du pied et chanta « Je me promenais avec un officier, je lui dis mes secrets. »« Il faut avouer, soupira Almer après un peu de silence, que Maria Mikhailovna ne m'a jamais paru être la femme qu'il te fallait. Tu me diras qu'elle est instruite. Écoute, je suis sorti de l'école commerciale avec la médaille d'or. Je suis allé 3 fois à Paris. Je ne suis pas plus intelligent que toi, mais pas plus bête que ma femme. Non, frère, ce n'est pas son instruction qui est en cause. Écoute, voici par où a commencé toute l'histoire. Il a commencé à me sembler qu'elle s'est mariée avec moi, non par amour, mais pour l'argent. Cette idée s'est fourrée dans ma tête. J'ai fait ceci, cela. Non, elle y reste, la matine. Et par là-dessus, la convoitise s'est emparée de ma femme. Tombée au sortir de la pauvreté dans un sac d'or, elle s'est mise à dépenser à droite et à gauche. Elle a été étourdie, s'est oubliée au point de dépenser 20 000 roubles par mois. Je suis soupçonneux. Je ne crois personne. Je suspecte tout le monde. Et plus on est gentil avec moi, plus je souffre. Il me semble toujours qu'on me flatte pour mon argent. Je ne crois personne. Je suis un homme difficile à vivre, frère. Très difficile. D'un trait, Frolov but un verre de vin et continua. En somme, dit-il, tout cela est absurde. Il ne faut jamais parler de cela, c'est bête. Je bavarde ayant bu et tu me regardes avec des yeux d'avoué. Tu es heureux d'apprendre le secret d'autrui, hein? Allons, allons. Laissons cette conversation. Buvons! Écoute, dit-il au garçon. Mustapha est ici? Fais-le venir. Peu après, entra dans la salle un petit tartare d'une 12aine d'années, en habit ganté de blanc. Viens ici, lui dit Frolov. Explique-nous ce que tu fais là. Il fut un temps où vous autres, les Tartares, nous dominiez et nous faisiez payer tribut. Et à présent, vous êtes nos domestiques et revendez nos habits. Comment expliquer ce changement? Mustapha releva ses sourcils et dit d'une voix flûtée, chantante, « Vicissitude du sort ?» Almer regarda la face sérieuse de l'enfant et éclata de rire. « Donne-lui 1 rouble, dit Frolov. Il se fait une fortune avec cette vicissitude du sort. On ne le tient ici que pour ces 2 mots-là. Avale, Mustapha. Tu deviendras une grande canaille. C'est affreux ce qu'il y a de parasites dans ton genre auprès des riches. Combien vous êtes de paisibles brigands et dévaliseurs. C'est à n'oser entrer ni à pied ni en voiture. Nous faisons venir les tziganes, hein? Aboulez ici, les tziganes!
Les tziganes qui, depuis longtemps déjà, se morfondaient dans les couloirs, s'engouffrèrent avec un cri aigu dans la salle, et l'orgie commença. « Buvez !» leur cria Frolov. « Bon, tribu de Pharaon, chantez !» Par un temps d'hiver, des traîneaux filaient. Les tziganes chantaient, sifflaient, dansaient. Frolov, dans l'excitation qui s'empare parfois des natures larges, très riches, gâtées, se mit à faire des sottises. Il commanda pour les tziganes un souper et du champagne. Il brisa un des globes dépolis, lança des bouteilles dans les tableaux et les glaces, et tout cela, visiblement, sans aucun plaisir, s'assombrissant et criant avec irritation, avec mépris, et avec une expression de haine dans les yeux et dans toutes ses façons. Il obligea l'ingénieur à chanter un solo, fit boire aux basses un mélange de bière, de vodka et d'huile. À 6 heures du matin, on lui remit l'addition. « 925 roubles 40 kopecks ?» dit Almer en levant les épaules. « Pourquoi ça ? Non, attends, il faut vérifier. »« Laisse, » marmonna Frolov sortant son portefeuille. « Bah, qu'il vole. Je suis précisément riche pour qu'on me vole. On ne peut pas vivre sans parasite. » Tu es mon avoué, tu me prends 6000 roubles par an et pourquoi ? Du reste, pardonne-moi, je ne sais plus moi-même ce que je dis. En revenant chez lui avec Almer, Frolov murmurait « Rentrer chez moi, c'est horrible. » Oui, pas un être chez moi à qui je puisse me confier. Avec des pillards, des traîtres. Pourquoi t'ai-je raconté mon secret ? Pourquoi ? Dis-le-moi, pourquoi ? À la porte de sa maison, il se pencha en titubant vers Almer et le baisa sur les lèvres selon la vieille coutume moscovite de s'embrasser sans cause à toute occasion. « Adieu, dit-il. Je suis un mauvais homme, difficile à vivre. Ma vie est laide, noyée d'alcool, éhontée. Tu es instruit, intelligent, mais tu ne fais que ricaner et boire avec moi, et je n'ai en vous tous aucun recours. Si tu étais mon ami, si tu étais honnête, tu me dirais en vérité: tu es un gredin, un mauvais homme, une vermine. Allons, allons, marmotta Almer, va te coucher. Je n'ai en vous aucun recours. Il n'y a qu'un espoir. L'été, quand je serai à la campagne, sorti au champ, qu'un orage arrive, que la foudre tombe et me tue sur place. Adieu. Frolov embrassa encore une fois Almer et, s'endormant sur ses pieds, soutenu par 2 valets de chambre, se mit à monter l'escalier en maugréant.